Salut, salut et bienvenue dans la chaîne Godmatech, bienvenue dans ce projet, bienvenue dans ce challenge autodidacte. Voilà, j'en suis à ma 25e semaine de challenge qui concerne les calculs Beton que j'ai divisé en deux phases. La phase des notions générales, justement, j'en suis à la 25e semaine, je l'ai dit. Et l'autre phase, c'est la phase des calculs que je vais bientôt aborder. Voilà, donc euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite dans l'une de mes premières vidéos 2026, dans laquelle je mettais en perspective l'organisation de la chaîne. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait le petit tour, on passe à la suite. Let's go. Alors nous voilà donc, on se retrouve encore une fois de plus pour ce nouveau bilan. Cette fois, je referme le chapitre sur les parements en béton dont je vous avais parlé la semaine dernière. Et donc j'ai commencé par m'attaquer à la question de la teinte. Et donc et la première chose que j'ai compris, c'est qu'une couleur de parement, ça ne tombe pas, enfin ça ne tombe jamais du ciel. Ça résulte directement de ce qu'on a mis dans le mélange. Donc, on a d'abord le liant, gris ou blanc, peu importe, qui se combine aux éléments les plus fins pour donner la teinte de fond du béton brut. Et là, il y a aussi quoi d'autre? Et ensuite, il y a aussi les granulats, les éléments fins et éventuellement les pigments. Si on veut sortir du gris neutre et aller vers les tons plus marqués jaune, ocre, rouge, voilà, jusqu'au noir ou au bleu. Voilà, donc ça dépend vraiment voilà, de ce qu'on souhaite avoir. Et ensuite, après, il y avait aussi toute la question des traitements de surface. Donc, ce que j'ai vu, c'est que tant qu'on reste sur un béton brut, c'est le liant et le mortier qui donnent le temps. Mais dès qu'on désactive, qu'on sable et tout ça, qu'on fasse du graisage ou qu'on lave la surface, on met les granulats nus. Et ce sont eux qui prennent le dessus sur la couleur perçue. Et plus le traitement est poussé, plus cette teinte propre au granulat s'impose. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi vu d'autre? J'ai aussi vu tous les facteurs, euh, euh, tous les facteurs physiques qui jouent sur la perception de la couleur, indépendamment même de la composition chimique. Notamment, on a la taille des grains. On sait que les gros grains captent plus la lumière, donc paraissent plus sombres. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Il y a aussi la densité de serrage. Donc, plus elle est élevée, plus la surface est homogène et claire. Et la saturation en eau des pores aussi. Plus c'est humide, plus ça paraît foncé. Et puis, la rugosité. Donc, une surface rugueuse absorbe plus de lumière qu'une surface lisse. Donc voilà. Et quoi d'autre? Et maintenant, pour sortir un peu du ressenti et avoir quelque chose d'objectif, on utilise un colorimètre donc, qui a trois valeurs. La luminance, elle, qui va de 0
pour le noir absolu à 100 pour le blanc absolu, et qui est directement lié à la finesse de la surface. Et les deux composants chromatiques A et B qui renseignent sur la dominante de couleur. Il y a aussi le vert rouge pour l'une, bleu-jaune pour l'autre. Et en fait, ça permet de comparer objectivement des zones d'un même parement ou alors des parements entre eux, tout simplement. Quoi d'autre? J'ai aussi vu. Ensuite, ça c'était pour la teinte. Ensuite, je suis passé à la texture. Et là, j'ai bien distingué les deux notions. La texture, c'est ce qu'on ressent au toucher ou ce qu'on perçoit visuellement dans le relief de la surface, alors que la teinte, c'est la couleur. Cette texture se construit à plusieurs moments de la vie du béton. D'abord, l'empreinte du coffrage, ensuite le mode de démoulage. Et éventuellement peuvent intervenir certaines, enfin en tout cas, d'autres interventions sur le béton frais comme le lissage ou le talochage. Et enfin, une fois le béton durci, des traitements comme la désactivation, on l'a vu, le sablage ou le graisage, voilà, peuvent compléter tout ça. Ensuite, on a aussi la granulométrie du béton, dont la taille et la forme des gravillons jouent aussi un rôle déterminant. Voilà. Et donc, pour évaluer tout ça de façon un peu plus rigoureuse, il paraît qu'il existe, en tout cas c'est ce que j'ai vu, il existe une échelle dans le fascicule P18 basée sur le bullage, ces petites cavités qui apparaissent en surface au moment du coulage. Donc elle s'appuie sur trois critères. Le bullage moyen reparti sur toute la surface, les zones où le bullage se concentre localement et les défauts ponctuels isolés. Donc, chaque critère en fait est noté de faible à élevé et donc ça permet de comparer un parement à une échelle de référence visuelle plutôt que de rester sur une impression subjective. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai ensuite appris et après j'ai creusé. J'ai creusé les facteurs qui influencent la teinte de façon plus globale. Et j'ai bien retenu que le fait d'obtenir une teinte homogène, ce n'est jamais une histoire de chance. Je l'ai dit au début, c'est la maîtrise simultanée de plusieurs domaines. La composition du béton, la régularité des matériaux, la précision des dosages, la mise en place sur le chantier, la nature du coffrage, le produit de démoulage et même la météo du jour où on fait le coulage et des jours suivants aussi. Donc, du coup, un seul écart sur un de ces paramètres peut se voir sur le parement fini. Ça, j'en ai déjà parlé de toutes ces combinaisons. Je l'ai déjà dit, il n'y a rien qui se fait tout seul. C'est une combinaison de paramètres qui permettent voilà, d'avoir un résultat voilà, souhaité. Voilà. Et justement, sur la formulation, j'ai identifié les variables qui pèsent le plus sur l'aspect. On a le rapport au liant. Plus il est élevé, plus le béton paraît clair une fois sec. On a aussi le rapport granulat-liant qui modifie l'équilibre entre la pâte et les éléments solides et donc l'aspect de surface. Et aussi la proportion de fine sous les 80 microns. Bon, c'est une valeur, alors ceux qui sont spécialistes me diront si elle est juste ou pas. Et donc, cette proportion de fine conditionne la structure de ce qu'on appelle la zone de peau. Et donc, le dosage en liant avec sa finesse de mouture qui influence la densité et l'homogénéité de la peau. Voilà. Et quoi d'autre? Et justement, ça m'amène justement à la notion de zone de peau. Voilà, parce qu'on l'a abordé. La zone de peau qui pour moi a été un vrai point clé. C'est cette fine couche de quelques millimètres à l'interface entre le béton et le coffrage, gouvernée par la quantité, la nature et la répartition des éléments fins. Donc, elle joue donc trois rôles, en tout cas que j'ai noté. Une barrière protectrice, plus dense et moins poreuse, qui protège le béton intérieur. Elle détermine l'aspect du parement,
de la teinte, de la texture, de l'uniformité. Et elle influence l'adhérence et la durabilité des revêtements ou traitements ultérieurs. Du coup, une zone de peau mal maîtrisée, ça se traduit donc par de la coloration hétérogène, de la porosité ou parfois des trous en surface. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer, en tout cas dans mon étude. Et maintenant, sur les granulats, j'ai aussi vu que leur influence dépend surtout du traitement de surface appliqué. Le mortier peut soit, le mortier, comment je peux dire, il peut soit s'harmoniser avec la teinte des granulats pour un rendu unifié, soit créer un contraste volontaire pour faire ressortir justement les gravillons. Et donc, selon l'intensité du traitement, on révèle plutôt les grains fins ou plutôt les gros grains. Et donc, la taille et la forme comptent aussi là-dedans. Quoi d'autre? Et maintenant, le côté coffrage. Qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu que ce n'est pas juste un contenant, c'est vraiment le négatif, si on peut le dire comme ça, qui imprime son état de surface sur le parement. Les matériaux possibles sont nombreux. On a l'acier, on a le béton, le bois massif, on a le bois à raboter, on a le contreplaqué, on a les matières plastiques. Et le choix dépend de la complexité des formes et du nombre de réemplois que l'on souhaite. Donc, le nombre de fois où on souhaite réutiliser. Voilà. Et avant le coulage, il y a un coffrage qui doit être étanche, propre, mis à niveau, stabilisé et recevoir le produit de démoulage de façon uniforme. Et quoi d'autre? Et donc, du coup, sur ce produit démoulant, j'ai vu que c'est à cette surface, à cette interface béton-coffrage que se joue une grande partie de l'aspect final. Donc, le produit doit être choisi en fonction de la nature du coffrage et de sa compatibilité avec la peau coffrante. Donc, s'appliquer en couche très mince et uniforme sur un support propre avant la pose des armatures ou alors à la brosse ou par projection aussi. Donc, ça dépend vraiment des moyens qu'on a et voilà, des moyens de chantier voilà, et de l'environnement dans lequel on se trouve. Et voilà, donc ensuite, j'ai vu la mise en place et la vibration sur le chantier. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà vu avant. Peut-être que je peux redire un mot là-dessus. Euh, pour la mise en place, il faut remplir le coffrage à une cadence suffisamment, en tout cas suffisante et régulière. Euh, Respecter une hauteur de chute limitée à environ à 80 cm ou 1 mètre euh, au maximum, évidemment. Ne jamais déverser directement contre les parois et assurer une bonne homogénéité entre les couches successives. Maintenant, pour la vibration, l'objectif, c'est de mettre en mouvement les granulats et la pâte de liant pour qu'ils s'organisent au mieux, ce qui rend le béton plus compact et lui donne ses propriétés mécaniques. Donc, elle doit être la plus régulière possible, donc éviter toute ségrégation, je parle de la chute du béton, et une variation dans les conditions de vibration peut se voir directement sur la texture du parement. Donc maintenant, sur le matériel, il faut définir en amont le type d'aiguille, son diamètre, la fréquence et la durée de vibration selon l'épaisseur de l'élément. Et donc, pour l'introduction des aiguilles, elles s'insèrent verticalement à intervalles réguliers avec des zones d'action qui se chevauchent partiellement et surtout sans jamais toucher les armatures ou le coffrage. Voilà. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Maintenant, enfin, en parlant de conditions de maturation, j'ai vu que la teinte définitive continue de se construire pendant la prise et le durcissement. Donc ça c'est normal. Quand on met une teinte, elle continue de se construire. Hein. Elle ne se construit pas d'un coup définitivement. C'est au fil du temps. Voilà, donc
pendant la prise et pendant le durcissement aussi. Donc, ça dépend de la température intérieure du béton, de la température extérieure ambiante, de l'humidité de l'air, de la ventilation et tout ça, et aussi du délai avant le décoffrage. Ça, c'est super important. Et donc, une fois que le coffrage est retiré, il faut protéger la surface contre un départ prématuré de peau, donc qui perturberait l'hydratation en surface grâce à un traitement liquide adapté. Si je peux résumer tout ça, je retiens quelque chose, c'est que la qualité visuelle d'un parement repose sur trois grandes familles de paramètres qui agissent ensemble. La composition du béton, sa mise en œuvre et sa maturation avec le décoffrage. Et c'est vraiment la maîtrise simultanée de ces trois familles qui fait la différence entre un parement homogène et un parement qui présente des désordres esthétiques. Voilà. Voilà en quelques mots ce que je pouvais faire comme résumé. Donc voilà, comme d'habitude, si vous voyez voilà, une erreur d'interprétation, n'hésitez pas à me le dire parce que comme je l'ai déjà dit, c'est un travail autodidacte. Et naturellement, comme tout travail d'autodidacte, même si je m'applique à bien faire les choses, le travail d'autodidacte génère des erreurs qui ne sont pas des erreurs voulues, qui sont des erreurs uniquement dues au fait que je ne suis pas spécialiste du domaine, ce n'est pas ma spécialité. Et donc, dans mon processus d'apprentissage, voilà, des erreurs peuvent se glisser parce que je n'ai pas le recul nécessaire pour pouvoir les détecter. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour de votre côté. Si vous êtes un spécialiste, si j'ai fait une mauvaise analyse, à un moment donné, n'hésitez pas. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci de me suivre. Merci de m'écouter. On se dirige tout doucement vers la phase des calculs. Voilà, ça va bientôt arriver. Voilà, donc, mais voilà, je dois terminer d'abord cette phase. Et voilà, donc, merci une fois de plus. Voilà, merci aux nouveaux, aux anciens. Voilà, n'hésitez pas à continuer à me suivre dans cette aventure, comme je le dis toujours, qui se veut humaine et voilà, et très enrichissante. Voilà, donc je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end et à la prochaine. Thank you for watching and see you next video. Goodbye.